on va se plonger dans le dossier Maxwell parce que vous le savez, depuis quelques semaines, il y a des efforts concertés pour préparer une grâce ou une commutation. Donc la différence entre une grâce présidentielle, c'est que lorsqu'il y a une grâce présidentielle, son dossier est effacé. Donc c'est quelqu'un qui retrouve une virginité judiciaire. Donc elle n'est plus une ex-con, elle n'a plus de dossier attaché, elle peut voter, elle peut avoir une vie citoyenne normale. Donc on fait comme si tout ça ne s'était pas passé, c'est un nouveau départ. S'il y a une commutation de sa peine, c'est que le président des États-Unis, il a ce pouvoir-là. On en parle très rarement, mais il a ce pouvoir-là. Il peut dire, ben voilà, non, elle reste coupable des crimes dont elle a été coupable, mais les les dernières années de prison, ça va changer. Je commue sa peine de 20 ans de prison à une peine plus modérée, et donc elle a déjà fait son terme, elle peut sortir. Ça reste une ancienne condamnée, mais elle est libre. Ouais. Donc, c'est une des options. Ces dernières semaines, si vous nous rejoignez, ce sont des choses qu'on a chroniquées et décryptées en direct. Il y a eu évidemment cette intervention extrêmement étrange de Melania. On va y revenir en disant non seulement moi, je n'y suis pour rien, mais je ne connaissais pas Ghislaine Maxwell. Énorme préparation de terrain. Il y a eu cette autre interview, on est en pleine préparation de terrain, de l'avocat de Ghislaine Maxwell en disant que il y avait plus de chances que que Donald Trump gracie Ghislaine Maxwell que le contraire. Il y avait des vraies chances de faire ça. Et puis, puisqu'il faut trouver une excuse pour que Donald Trump le fasse de manière subite, on voit que certains élus du Congrès sont en train de lui préparer une excuse en disant tenez, nous on est membre du Oversight Committee, donc qui mène l'enquête actuellement sur l'affaire Epstein. On est républicain, majorité républicaine, et en fait, pour avoir la vérité, on est prêt à gracier Ghislaine Maxwell si c'est ce qui prend pour qu'elle vienne témoigner. On vous a montré, Thomas vient de vous montrer les images de son dernier témoignage où c'était obligatoire, et elle a répondu à zéro question. Elle a refusé en utilisant à chaque fois le 5e amendement, et son avocat a fait passer le message en disant si vous voulez que Ghislaine Maxwell vienne répondre à toutes vos questions, il faudra lui garantir une immunité et surtout, il faut la faire sortir de prison. On va revenir sur cette espèce de logique complètement folle, mais du coup, cette sortie publique de certains élus républicains donne à Donald Trump l'excuse dont il a besoin en disant « ce n'est pas moi, Donald Trump, je n'ai aucun intérêt, de toute façon j'ai été exonéré, on va revenir là-dessus, ce n'est pas moi, ce sont des élus pour la recherche de vérité qui me demandent de le faire. Et donc, on me demande de le faire, je le fais. » C'est une stratégie que Donald Trump a déjà utilisée de multiples fois dans son premier mandat et son deuxième mandat. C'est vraiment ce qui est en train de se préparer, et on va voir qu'il y a un nouvel élément qui permet de comprendre comment Ghislaine Maxwell aujourd'hui fait chanter Donald Trump. Vous allez voir, c'est complètement fou. Mais avant d'aller dans cette direction-là, on va regarder pour que vous compreniez bien ce qu'écrit Jessica Red Cross sur Ghislaine Maxwell. On est en juillet 2025. Donc c'est avant tout ce que je viens de vous raconter. Et Cross s'est rendu compte qu'elle a été manipulée par l'administration Trump. Est-ce que c'est Donald Trump lui-même? Est-ce que c'est d'autres? En tout cas, elle a été manipulée, et évidemment, elle comprend que tout se joue autour de Maxwell. On va regarder cette série de papiers, d'articles qu'elle va publier en rappelant le rôle joué
Et donc, c'est important parce que vous le savez que tout ce qu'on fait ici, c'est en passant d'abord aux survivantes. Et c'est extrêmement important de revoir, poser par écrit ce qu'a fait Ghislaine Maxwell pour Jeffrey Epstein. Et donc là, elle dit, voilà, c'est quelqu'un qui servait à choisir la meilleure fille par rapport au désir du client. Hein, c'était elle qui était en charge de la gestion de tout ça, c'était pas Epstein, c'était elle, et que donc lorsqu'il y avait par exemple des fêtes, lorsqu'il y avait des repas, etc., c'était elle qui allait chercher les personnes à mettre à côté. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Elle a donc un rôle actif. Et ce rôle actif, vas-y Thomas, on va le détailler encore plus. Et là, on rentre dans une dimension extraordinaire. Donc, elle, non seulement elle prépare les victimes, c'est elle qui va inciter ces jeunes filles. On va voir, c'est ce que va rappeler Jolie K. Brown, qu'il existe des témoignages qui démontre qu'elle faisait le tour des écoles, le tour des salles de gym, le tour des saunas pour aller trouver des adolescentes pour Jeffrey Epstein, du côté de Palm Beach. Mais surtout, elle devient à ce moment-là, ce qui est une forme de pouvoir, et vous allez voir, elle devient la confidente de femmes qui sont les épouses d'hommes de pouvoir. Elle devient la confidente de Ivana Trump. Ça, c'est avant la séparation et le mariage avec Melania. Mais du coup, je vous donne juste cet élément, juillet 2025, parce que c'est une manière aussi de lire cette déclaration complètement inattendue de Melania Trump. Là, nous avons un portrait de Ghislaine Maxwell en confidente de Melania Trump et de Ivana Trump. Donc, de la femme qui, quelque part, en sait trop. Gardez cette image de cette femme en sait trop parce que c'est le portrait aujourd'hui qu'en fait Jolie K. Brown. On va en parler. Jolie K. Brown, c'est cette journaliste d'enquête qui est à l'origine de toutes ces révélations. C'est elle qui, au niveau de Palm Beach, a fait cette enquête, et c'est parce qu'elle a fait son enquête qu'elle a publié dans le quotidien, le Miami Herald pour lequel elle travaillait, que il y a eu la réouverture de l'enquête, l'arrestation de Epstein, etc., etc. Oui, Thomas, tu veux dire? Non, et c'est exactement ce que Melania Trump a essayé de effacer, de nier, de détruire, appelez ça comme vous voulez, pendant sa conférence de presse surprise il y a quelques semaines. C'était cette connexion à Maxwell en expliquant que voilà, elle avait un ou deux emails qui étaient juste par politesse, mais elle veut surtout pas être décrite comme quelqu'un qui avait une relation de ce qu'on est en train de décrire là. Alors, je sais qu'à l'époque, on parlait beaucoup au moment de cette déclaration-là de déclarations explosives qui devaient arriver du côté du Brésil, de l'affaire Zampoli, etc., etc. Je vous avais dit, et le lendemain, on avait fait un direct de mon bureau sur maintenantmedia.com où je vous avais dit, soyez prudents, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que c'est lié à une série de procédures et que c'est lié à Ghislaine Maxwell. On va continuer donc dans ce portrait où on apprend, ce sont des éléments d'enquête, que Ghislaine Maxwell avait quand même récupéré une licence de pilote d'hélicoptère, ce qui permettait d'envoyer, vous le savez, on vous avait raconté comment l'île Epstein, il fallait d'abord passer par les îles Vierges et l'île principale, et après il y avait du transport. Que lorsqu'il y a eu toutes ces enquêtes pour traquer justement les mouvements, les téléphones, etc., on voyait qu'ils arrivaient via l'aéroport sur l'île principale, et qu'après, soit en bateau, une compagnie qui avait été d'ailleurs achetée par Jeffrey Epstein, ou soit en hélicoptère, on les transportait à l'île Epstein. Et donc, on apprend que Ghislaine Maxwell avait cette licence-là. Et c'est vrai que, autre point qui est intéressant,
c'est que il y avait aussi la possibilité d'avoir cette licence, ce permis pour Submarine. Et dans le dossier Epstein, il y a différentes photos de Ghislaine Maxwell qui posent à côté de mini sous-marins pour les montrer à Jeffrey Epstein. Donc voilà, c'est un autre aspect qui est extrêmement intéressant. Et cette conclusion qui dit que dans le mode de vie de Ghislaine Maxwell, il n'y avait rien de normal, il n'y avait rien de normal et rien d'accidentel. C'est que tout ce qu'elle a fait, toute son existence lorsqu'elle est la compagne et la complice de Jeffrey Epstein, c'est pour permettre l'extension de ce réseau. Elle a un rôle extrêmement actif et c'est elle que certains républicains veulent libérer aujourd'hui. Donc gardez-la gardez en cause, gardez en tête tout ça. C'est le personnage principal, très proche de Donald Trump, très proche de Ivana, très proche de Melania. Continue. Donc ça, c'était l'article qui revient sur son rôle. Ouais. Et justement, Melania Cross, on est au moment où Ghislaine Maxwell est encore enfermée en prison, mais du côté du Texas. On a quelques photos volées de elle où elle fait son jogging. C'est ce moment-là. Et c'est avant son transfert. Donc là, elle est en Floride. C'est avant son transfert vers le Texas. C'est avant sa rencontre avec Todd Blanche qui va... officiellement, c'est pas lui, mais c'est lui qui est en charge de tout ça, qui va faire ce transfert-là. Et à ce moment-là, Cross a une source au sein de la prison. Une source qu'elle a citée de nombreuses fois et dont la plupart des informations ont été vérifiées. Et en juillet 2025, elle va citer sa source en expliquant, c'est 2 fois le même, donc vas-y, mets celui-là, en expliquant que oui, elle est en train de travailler sur son pardon, elle soutient Trump et elle croit qu'elle va avoir sa clémence parce qu'elle est proche de Trump. Et la réponse, c'est, et honnêtement, elle va l'avoir. Donc elle dit qu'en prison, tout le monde pense qu'à un moment ou à un autre, on va être blanchi et on va sortir de prison. Mais elle, c'est parce qu'elle a la carte Trump. Donc ça, c'est Melania Cross. Pourquoi je vous le montre ? C'est aussi pour vous dire que c'est toujours important de multiplier les sources. Qu'il ne faut pas rester dans une bulle simplement de sources qui, encore une fois, correspondent à des valeurs. Je ne suis pas proche de Jessica Cross, mais sur ce dossier Maxwell, elle a fait du boulot, un vrai boulot qui est intéressant. Et donc, on en arrive à Julie K. Brown. Julie K. Brown, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, donc, vous le savez, c'est cette journaliste d'enquête qui a permis et qui a suivi toute cette procédure-là. Et hier, sur son Substack, auquel je suis abonné grâce à vos dons, merci beaucoup, elle publie ce papier qui est fou, parce que le titre, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est pourquoi Ghislaine Maxwell va avoir un pardon présidentiel. Encore une fois, pardon, commutation, quoi qu'il en soit. Quel titre. Elle est persuadée, après avoir travaillé à fond sur ce dossier, que Ghislaine Maxwell va être libérée plus tôt que plus tard. Quel titre. Ok. Et encore une fois, la source, c'est vraiment... peut-être sûrement la journaliste qui est le plus impliquée dans l'affaire Epstein depuis des années et des années. Allons voir ça. Et donc, elle explique même, elle pense avoir compris pourquoi et qu'il y a un élément du dossier qui est extrêmement intéressant. Alors, elle aussi, comme nous, et c'est formidable,
elle commence pour rappeler des choses qu'il faut toujours rappeler. Parce que justement, on est en train d'essayer de brainwash tout ça pour nous donner une explication logique qui fait que, ah oui, c'est vrai, Ghislaine Maxwell, finalement, elle est peut-être un petit peu une victime elle-même et elle est peut-être... elle mériterait de sortir. C'est pas forcément un monstre. Et donc de rappeler, par exemple, l'âge des victimes au moment, et je dis victimes parce que plusieurs d'entre elles qui sont citées dans cette liste-là ne sont plus vivantes aujourd'hui. C'est important de rappeler. Regardez, Caroline Andriano, 14 ans. 14 ans lorsque elle a été repérée, récupérée et sexuellement préparée par Ghislaine Maxwell. 14 ans. Caroline Andriano ne s'est jamais remis de cet épisode-là et est morte d'une overdose il y a quelques années. Dessous, c'est Virginia Giuffre, 16 ans, qui elle aussi a été recrutée par Maxwell, qui a été sexuellement exploitée par les deux. Elle est décédée il y a 1 an, c'était le triste anniversaire de son décès. Et je sais que Robert, par exemple, était venu nous le rappeler. Donc voilà, toujours commencer par les survivantes et toujours, on va continuer à explorer cet article, toujours rappeler les crimes de Ghislaine Maxwell, comme rappeler que la condamnation de Ghislaine Maxwell, elle arrive au terme d'une série d'enquêtes où il y a des preuves et il y a des témoins. C'est vraiment important. C'est pas juste des jeunes filles qui accusent et de l'autre côté, Ghislaine Maxwell qui dit non, c'est pas vrai. Donc c'est la multiplication. Vous avez l'exemple de ce témoignage sous serment du chauffeur de Epstein qui raconte comment il conduisait à Palm Beach Ghislaine Maxwell d'un lieu à l'autre, les salles de sport, etc., pour aller trouver des filles pour Epstein. On a le même témoignage du côté new-yorkais, elle a surtout travaillé du côté de la Floride, du chauffeur new-yorkais qui raconte accompagner Ghislaine Maxwell dans les quartiers les plus pauvres de New York pour travailler, pour trouver des filles, des jeunes filles qui sont quasiment sans foyer, en tout cas dans des situations familiales extrêmement difficiles. On est vraiment dans le terme de prédateur ici. Donc de trouver des proies et de les rapporter. Donc ça, c'est un rôle actif. Ne l'oubliez pas. Ghislaine Maxwell a fait tout ça. Elle a été condamné pour tout ça. D'ailleurs, Thomas, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse, qu'on aille voir, je pense que je suis allé récupérer l'article de CNN à l'époque de la condamnation de Maxwell. Rappelons-nous ce qui s'est passé. Nous sommes le 29 décembre 2021. Les faits sont importants, les dates sont importantes. Pourquoi ? Parce que face à ça, il y a un effort aujourd'hui de tout mêler dans un espèce de flou artistique, parce que le flou artistique, en bout de route, sert Donald Trump. Et donc, on voit qu'elle a été condamnée par un jury populaire après des jours de procès, après des jours de délibéré. On va voir que on apprend qu'il y avait... Donc déjà, on va revenir. Elle a été condamnée de 5 des 6 charges qui étaient contre elle. Vous voyez que vous avez trafic sexuel sur mineurs, transport de mineurs dans l'intention d'avoir des relations sexuelles criminelles, donc de l'activité sexuelle, et 3 charges de conspiracy, dont perjure dont parjure pour avoir menti sous serment dans le cadre de l'enquête. La seule charge qui ne va pas être retenue contre elle, c'était une des charges en fait les moins importantes, c'était d'avoir incité des mineurs à voyager avec elle. Là, on est à travers les États.
faire des actes sexuels illégaux. Non, on a préféré criminal. Regardez le degré. On n'est pas dans du illegal, on est dans du criminal. Et donc, ouais, vas-y. Et ce sont des charges qui sont mises pour des actes qu'elle a commis entre 1994 et 2004. Donc évidemment, on ne compte même pas tout ce qui s'est passé après 2004, mais aussi ne pas oublier, entre 1994 et 2004, ce sont vraiment les années où Trump est le meilleur ami d'Epstein. Ouais, où Trump est le meilleur ami d'Epstein, où Trump est d'abord avec Ivana, puis avec Melania. Et voilà ce qui s'est passé pendant on ce en temps. revient tout à l'heure, elle va devenir la confidente des deux femmes. Ouais. Des deux femmes. Et donc, quand on va voir, pour finir cette parenthèse qui est extrêmement importante, les faits, il faut les maîtriser parce que face à ça, on est face à un effort de machine à laver pour qu'on oublie tout ça. Je vous ai mis ce qui était important. Le jury, c'est pas une administration, c'est pas l'administration Biden qui a condamné Ghislaine Maxwell pour des règlements de compte politiques. C'est 12 citoyens new-yorkais, 6 hommes, 6 femmes qui ont délibéré pendant 40 heures avant d'arriver à ces conclusions. Donc ça, il faut vraiment le marteler, vraiment garder en tête. On va retourner dans l'article de Jolly K. Brown hier sur Substack avec ce titre « Pourquoi Ghislaine Maxwell va être graciée, va être pardonnée ». Donc on commence par mettre en avant les victimes, mettre en avant le fait qui est extrêmement important de dire que c'est une enquête, il y a des témoignages, il y a des preuves, ce n'est pas des témoignages contre des témoignages, ça ne tiendrait pas. Donc voilà, ça, je vous en parlais tout à l'heure, c'est elle qui, à 14 ans, a été sexuellement abusée. Elle a eu le courage de venir témoigner au procès en racontant ses interactions avec Maxwell qu'il a préparé, on appelle ça groom, avant de la livrer à Epstein, qu'il a préparé y compris physiquement, vous voyez, et c'est elle qui, 2 ans après le procès, est décédée d'une overdose. Donc n'oublions pas l'impact sur les survivantes et pourquoi il faut toujours apporter son soutien aux survivantes, aux survivants qui racontent ce genre d'acte. C'est extrêmement important. Et donc, là, on arrive à un point que j'ai trouvé super intelligent de la part de Jolly K. Brown. Elle dit que donc, voilà, on est dans cette situation où aujourd'hui, récemment, c'est le point de départ de son papier, où récemment, le républicain Cornyn, qui est en charge de quoi ? James Comer. James Comer, excuse-moi, qui est en charge du Oversight Committee, dit que plus que la moitié des républicains seraient prêts à gracier, à pardonner Ghislaine Maxwell. Serait pour ça, pour avoir la vérité. Et donc, elle dit, voilà, je viens de vous livrer quelques éléments sur ce qu'elle a fait, et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est de se dire qu'il y a la moitié de ces élus, d'après le patron du Oversight Committee, qui est prêt à gracier cette personne-là, qui est un prédateur sexuel. Et là, elle lève un point qui est intéressant, c'est lorsque elle a été interrogée par Todd Blanche cet été, et lorsqu'elle a absous, on va y revenir, Donald Trump, elle a expliqué sous serment qu'elle ne connaissait rien, qu'elle n'était pour rien, qu'elle n'était au courant pour rien. Donc elle revient en disant, c'est là qu'on voit que cet argument que les républicains sont en train de construire pour l'offrir à Donald Trump, c'est une énorme, excusez-moi le terme, une énorme connerie, parce que on est en train de nous dire, non mais attendez, l'été dernier, il fallait faire confiance, elle nous a dit qu'elle était pour rien, et là, on est prêt à dire, non, mais pour l'interroger, on va d'abord la gracier. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire de plus si elle nous expliquait under oath il y a un an qu'elle n'y était pour rien et elle n'en savait pas plus. Quel est l'intérêt aujourd'hui ? Et donc, on arrive, voilà, elle se pose la question, du coup, quelle est la véritable raison
que des membres du Congrès sont prêts à approuver un pardon pour quelqu'un qui a dit sous serment qu'elle ne savait rien. Qu'elle ne savait rien. C'est un bon point. C'est soit elle mentait là, soit elle mentait maintenant, mais en tout cas, elle vous a dit qu'elle sait rien. Donc, pourquoi la gracier si c'est pour avoir des informations? Elle sait rien. Elle ne sait rien. Pourquoi faire tout ça? Ouais. Parce que, évidemment, vous l'avez compris, et évidemment, Jolie K. Brown l'a compris, hein, c'est une question rhétorique. Ouais. Il y a d'autres raisons derrière. Il y a donc raisons derrière. Et donc, elle dit, ben voilà, on va revenir, et c'est pour ça elle pense que ça va marcher, parce qu'elle pense savoir ce que Donald Trump, au-delà d'une implication personnelle ou pas, a besoin d'étouffer dans cette affaire-là, pour soit faire cette commutation dont je vous parlais, soit d'un pardon présidentiel. Mais avant ça, elle dit un mot, je pense que c'est l'extrait suivant, qui m'a, moi, amené vers une autre piste. Donc, vous voyez, sans le savoir, Jolie K. Brown, qui est à l'opposé de la sphère politique de Cross, arrive à la même conclusion. Ces deux femmes font des enquêtes séparément, discutent avec différentes sources qui ne sont pas les mêmes, et elles arrivent à la même conclusion. Ghislaine Maxwell est la femme qui en sait trop. The woman who knows too much. C'est elle qui en sait trop. Et c'est pour ça que tant qu'elle sera en position de faire chanter Donald Trump, elle aura un véritable pouvoir. Et c'est pour ça qu'il va falloir la gracier. Et donc, je pense que c'est dans l'extrait suivant qu'au détour d'une phrase, elle m'a envoyé... Non, alors je pense que j'ai dû l'oublier. Est-ce qu'on a quelque part, Thomas, tu peux voir, où il y a Donald Trump qui dit qu'il a été exonéré. On va en parler. Pas besoin de voir l'extrait. Elle souligne que Trump, lorsqu'il parle de l'affaire Trump, de l'affaire Epstein, de l'affaire Epstein, on l'a encore entendu il y a quelques jours, le lendemain, justement, lorsqu'il a fait cette interview avec 60 Minutes, on vous avait passé les extraits lorsque la journaliste Norah O'Donnell lui a lu les parties du manifeste de Paul Allen. Dans le manifeste, il y a cette partie qui dit que, en tout cas Trump l'a interprété comme ça, qu'il est un pédophile et un violeur. Et là, Trump dit non, et il a cette formule en disant « j'ai été exonéré de cette affaire-là ». Exonéré, c'est un mot extrêmement fort que Trump utilise en permanence. Et donc, moi, je me suis intéressé, je voudrais avoir votre retour, le chat, sur justement le sens des mots. Exonéré, ça veut vraiment dire quoi? On est exonéré lorsque une personne qui est en place de dire il est coupable ou pas, vient de dire que vous ne l'êtes pas. Et donc, Donald Trump considère que le témoignage de Ghislaine Maxwell, et c'est là qu'on est dans ce système de carottes et de bâtons, de menaces et de récompenses, parce que la seule personne qui a exonéré Donald Trump, c'est Ghislaine Maxwell. Lorsque elle voit Todd Blanche, ancien avocat de Donald Trump, à l'époque numéro 2 du ministère de la Justice aux États-Unis, aujourd'hui ministre de la Justice par intérimaire, responsable de la publication partielle du dossier Epstein, et je parle ici de partiel, pas non seulement parce qu'il est censuré, mais aussi parce qu'il y a plus de 2 millions de documents qui n'ont toujours pas été rendus publics. C'est Todd Blanche qui est en charge de tout ça. Et c'est lui qui revient de cet entretien au Texas avec Ghislaine Maxwell, où Ghislaine Maxwell dit que non seulement Donald Trump est un gentleman, et qu'en plus de ça,
elle est impressionnée par Donald Trump et son succès en politique et le fait qu'il soit devenu président des États-Unis. Donc en plus, elle glisse un compliment à Donald Trump. Elle est à deux doigts de dire qu'il aurait dû gagner le prix Nobel. Elle est à deux doigts de dire ça et le lendemain, elle est transférée vers ce qu'on appelle cette prison du Club Med, ça n'a aucun rapport avec le Club Med, où elle est en statut de semi-liberté, où on va lui donner un chiot dont elle s'occupe, dont elle peut sortir dans la journée, elle revient le soir. C'est le nouveau statut, c'est à côté de sa famille, c'est extrêmement important, qui habite à Dallas, du côté du Texas. Donc elle était en Floride d'abord et elle va être, transférée du côté du Texas. Et Donald Trump va prendre les propos de Ghislaine Maxwell en disant « c'est mon exonération, je suis exonéré ». La personne la plus proche de Jeffrey Epstein, qui était là toutes ces années, a dit... Parce qu'on lui a posé la question, est-ce que Donald Trump a fait des massages ? Ah non, jamais. Donald Trump n'a jamais fait faire de massage par des jeunes filles devant moi. C'est ça l'exonération. Tiens Cody, je sais pas ce que tu en penses. Quand on sait le pouvoir de la présidence, je crois que c'est très dur sur n'importe quel sujet d'avoir quelqu'un qui est en prison qui dit non, cette personne qui est la seule personne au monde qui peut me sortir de cette situation n'est pas coupable sur n'importe quel sujet. J'aurais du mal à y croire. Que ce soit Epstein ou n'importe quel autre dossier. Et en plus, quand on rajoute toutes les photos dans le dossier Epstein, tous les rapports dans le dossier Epstein, et même les propres mots de Trump qui expliquent comment il adore Epstein, comment c'est son meilleur ami, toutes les histoires, toutes les fois qu'on les a vus ensemble, toutes les fois où on a vu même Trump avec Ghislaine Maxwell, ça devient pour moi impossible de dire qu'il n'y a rien. Et même ce que tu disais, ce point en disant, OK, si Ghislaine Maxwell dit que non, il n'y a rien sur cette affaire, je suis au courant de rien pour Trump ni pour Epstein, il n'y a aucune raison alors, vu qu'elle a été condamnée par une vraie procédure légale, de la sortir pour qu'elle témoigne sur quelque chose qu'elle ne connaît pas. Ouais. Et Thomas, on est d'accord que lorsque Trump parle d'exonération, l'exonération, c'est ça. Logiquement, oui, c'est ça le problème. Je ne sais pas si lui, il veut faire référence à Maxwell ou pas, mais quand on y pense, c'est la seule manière qu'on pourrait dire que oui, il était exonéré, parce que c'est la seule personne exactement qui en sait, et dans le cas, qui dit que non, Trump n'est pas impliqué. Et de tous les autres preuves, documents qu'on a vus, tout le monde d'autre dit que Trump est impliqué. Donc oui, il a accroché son innocence, si vous voulez, à Maxwell. Exactement. Et d'ailleurs, exonéré, y compris dans les propos de Maxwell, sur le fait que elle dit que Trump et Jeffrey Epstein n'étaient pas vraiment amis, qu'ils se rencontraient de temps en temps. Donc ça permet d'exonérer Donald Trump, etc., etc. Mais donc ça, c'est le premier aspect du papier de Jolly K. Brown, qui est donc de raconter ses efforts et sa certitude aujourd'hui. J'ai la même, depuis longtemps, on vous en a parlé, Cody vient de vous la partager, la même certitude que Donald Trump va trouver une solution pour faire sortir Ghislaine Maxwell de prison. Je ne sais pas si c'est plus tôt ou si c'est plus tard. J'en ai la certitude aussi parce que cette certitude est née, par exemple, lorsque, c'était un des éléments en tout cas, lorsque nous avons invité dans notre émission Michael Wolff, qui nous avait raconté comment le fameux document du 50e anniversaire qui est sorti, le dessin de Donald Trump pour le Birthday Book et le poème envoyé à Jeffrey Epstein est sorti, et que Wolff, comme d'autres, était persuadé que c'est du côté de Maxwell qu'on avait sorti ces informations-là pour faire chantage sur Donald Trump, pour dire on a du biscuit, on a des preuves contre toi, il faut maintenant écouter. Et d'ailleurs, c'est ce document-là qui a donné un cadre à Todd Blanche pour aller interroger Ghislaine Maxwell et lui donner un statut privilégié en prison. Donc on voit que si c'est vraiment une tentative de chantage, elle a fonctionné. Donc ça, c'est le premier aspect, cet aspect que malheureusement, et c'est complètement scandaleux,
soyons clairs, on est en train de tout préparer pour la grâce présidentielle ou la commutation. On verra quelle est l'option choisie, mais pour rendre sa liberté à Ghislaine Maxwell. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par rappeler l'âge de ces victimes et le rôle actif joué par Ghislaine Maxwell. Et donc, une fois qu'on a cet aspect-là, le deuxième partie qui est extrêmement intéressante et qu'on va développer, on va aller encore plus loin que le travail formidable fait par Julie K. Brown, c'est la tentative de comprendre pourquoi. On recherche tous, on travaille pareil. J'ai été journaliste d'investigation, elle est journaliste d'investigation. On a le même réflexe d'aller récupérer des pièces du puzzle. Récupérer des pièces du puzzle, ça veut dire que vous en récupérez certaines directement dans le cadre de ce monde autour de Epstein, mais des fois, vous allez en récupérer certaines qui sont très très loin, mais qui vous permettent du coup de comprendre certaines choses qui vont vous en donner 10 qui touchent directement à l'affaire Trump-Epstein. C'est la deuxième partie de son papier, c'est la deuxième partie de notre enquête. À tout de suite. Bonsoir, merci beaucoup à tout le monde qui nous rejoint pour cette enquête édition spéciale. Merci beaucoup, je vois que nous sommes quasiment à 1000 pouces, donc allez-y, c'est gratuit, ça prend une seconde et ça nous aide énormément d'essayer de relancer contre les volontés de YouTube l'algorithme, ce énorme moteur diesel qui ne veut pas, surtout avec le détroit de Trump qui est fermé en ce moment. Merci beaucoup à Julie qui est passée pour cette enquête palpitante, encore une autre enquête palpitante parce que c'est pas la seule, comme la souligne Julie. Donc merci à Follow the Money. Merci pour ton soutien qui revenait sur tout ça, oui, sur Michael Wolff, Melania Trump, parce que oui, le dossier Epstein, en fait, c'en est pas un, c'en est une dizaine, une centaine, comme on a vu. Chaque dossier a des dossiers. La preuve, là, on est en train de parler de Melania et on a oublié, on a quand même commencé l'émission en parlant de Nicolas Tartaglioni. Et on a presque oublié tellement qu'on est dans autre chose. On aurait pu faire 2 heures que sur ça. Et on continue avec Josette. Merci beaucoup Josette pour toujours être là avec ton doublé et ton message pour libérer les victimes. Et oui, c'est pour ça qu'il faut continuer ce combat et qu'on ne va rien lâcher, qu'on ne va pas laisser tout ça passer dans les ombres de Washington DC. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a l'emoji complètement fou et enquête qui passe dans le chat. Et il y a Louise qui vous permet à 5 personnes qui sont abonnées d'utiliser aussi ces emojis, donc merci. Et une raison de plus de venir vous abonner ici sur YouTube, Maintenant Média. Merci beaucoup Louise pour tes 5 cadeaux. Et donc tu as vu Cody que nous avons passé ta barre des 980. Je me rappelle quand tu donnais des objectifs avec « Allez, est-ce qu'on va faire 50 abonnés ?» et on le dépassait. Là, on va essayer d'en faire 5 ou 10 pendant l'émission. 5 ou 10, là, on est à 4 pour l'émission, je crois. Et on transpire. Mais c'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est la qualité, n'est-ce pas, hein? On n'est pas là pour le nombre, on est là pour la qualité. Allez, on va repartir dans ce dossier Ghislaine Maxwell qui est la clé. Ghislaine Maxwell, la femme qui en savait trop, c'est tout de suite.
Donc là, on est vraiment maintenant dans l'enquête, on est vraiment dans mettre ensemble des pièces d'un puzzle qui est en train de former devant nous une image de ce qui s'est passé, une image incomplète, parce que vous allez voir, si jusqu'à présent vous êtes déjà étonné par tout ce qu'on a évoqué ensemble dans cette émission, je vous préviens, les prochaines minutes, alors là, elles vont vous scotcher complètement. Elles sont fascinantes, mais elles sont aussi complètement folles et qui expliquent pourquoi, hein, en tout cas, c'est la volonté de Julie Brown de se dire, OK, pourquoi il y a cette volonté contre tout, contre les victimes, contre l'enquête, contre la justice, de venir gracier quelqu'un qui est un monstre, quelqu'un qui est un prédateur sexuel. Vous allez me dire, c'est pas la première fois que Donald Trump le fait. Il a gracié les personnes qui ont participé au 6 janvier. Il y avait certains d'ailleurs qui ont été arrêtés depuis, impliqués dans des crimes pédophiles. Ça l'a pas gêné une première fois de les gracier, mais on va revenir sur tout ça. Et donc on va retourner dans ce qui est une des clés d'après Julie Brown. Et cette clé me fait forcément plaisir, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que lorsqu'on a commencé ce travail, je vous rappelle que Thomas, sur YouTube, et c'est complètement gratuit, vous avez accès à toute notre playlist consacrée à l'affaire Epstein. Lorsque nous avons commencé à travailler sur l'affaire Epstein, à mener des enquêtes sur l'affaire Epstein, je vous rappelle pour les nouvelles et les nouveaux que j'ai été journaliste d'enquête pendant plus de 10 ans. Un des premiers sujets que nous avons abordé dans notre enquête interdite, c'était le dossier Leon Black. Leon Black, je vous le rappelle, c'est ce financier new-yorkais, CEO de cet énorme groupe qui s'appelle Apollo, qui est le premier groupe aux États-Unis qui a compris et donc qui est devenu un des favoris de Wall Street, qu'on pouvait utiliser sa propre dette pour aller acheter des compagnies en difficulté et donc de créer sans utiliser de l'argent propre. Donc d'un coup, il y avait une possibilité énorme de travailler avec les banques, etc., de créer de l'argent. Et donc aujourd'hui, Leon Black, c'est un milliardaire. Sa fortune est évaluée entre 13 et 15 milliards de dollars. C'est un des plus grands collectionneurs d'art au monde. Un des tableaux, par exemple, qui fait partie de sa collection, et pourquoi je vous en parle, parce que c'est d'après, en tout cas, Epstein, c'est lui qui a permis de le conseiller dans cette vente-là, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé financièrement avec Epstein. C'est le fameux cri, hein, vous savez, ce tableau de Van Gogh. En tout cas, c'est lui qui en est le propriétaire. Et pourquoi je vous parle de Leon Black ? On va rentrer dans les détails de sa relation avec Epstein, parce que Julie Brown est persuadée que le point faible de Donald Trump, le fil sur lequel il faut tirer, et vous allez voir, on va le tirer ensemble, plus que ce qu'a fait encore Julie Brown, c'est Leon Black. On va retourner dans son article. Elle dit qu'il y a une pièce du dossier qui a échappé à tout le monde. C'est qu'en octobre dernier, Ghislaine Maxwell a envoyé un email à sa sœur, hein, sa sœur qui vit à Dallas, on est à proximité, où elle lui parle de Leon Black. Et on va voir le message qu'elle dit. Donc elle rappelle qui est Black, qui a été évoqué dans un mémo du Southern District of New York comme possiblement un complice de Epstein, un co-conspirator, et qui a échappé depuis à la justice. Donc c'est quelqu'un qui est passé du statut au moment de l'enquête sur Jeffrey Epstein comme étant potentiellement un complice d'Epstein, en étant aujourd'hui un milliardaire en liberté qui a acheté
on va en parler plusieurs fois, qui a acheté sa liberté quelque part. Donc on va rentrer dans ce... Elle dit voilà, en octobre dernier, Ghislaine Maxwell écrit à sa sœur et dans cet email-là parle de Leon Black. Elle dit voilà, je viens d'envoyer les emails de Leon. Send Leon email stuff to Leah. Elle demande à sa sœur qui a accès à ces documents. Hein, et on pense, si on en revient à Michael Wolff, il estime que c'est sa sœur qui a passé le birthday book au Wall Street Journal. C'est vraiment central. Et dans cet email, elle dit voilà, envoie les emails de Léon à Leah. Donc, on va voir que Leah, c'est une amie de Ghislaine Maxwell. C'est aussi, elle fait partie de son équipe d'avocats parce qu'elle a plusieurs personnes et elle est en train de l'aider dans sa procédure d'appel. Donc, elle dit envoie ces documents. Et elle s'adresse à Isabelle, à sa sœur. Et là, elle continue. Donc, nous sommes le 19 octobre 2025 en disant, bien sûr, c'est dans les papiers, dans les papiers du Congrès. Les papiers du Congrès, c'est quoi à l'époque? C'est le dossier Epstein, d'accord? Mais un jour, le robinet va sécher. Donc, elle dit, maintenant je vous donne à peu près, je vous ai présenté tous les personnages. Elle dit, voilà, envoie le dossier Leon Black, les emails de Leon Black à mon avocate. Oui, il y a des choses dans les documents du Congrès, mais un jour, ça va s'arrêter. Donc en disant, un jour, il n'y aura plus de dossier Epstein au niveau du Congrès, il n'y aura plus rien à sortir, et il faudra être en mesure de sortir ce que nous avons. Ce message-là signifie que Maxwell a d'autres informations. Elle le sait. Sur Leon Black. Les emails de Leon. Elle sait que, voilà, le dossier Epstein, et on en est maintenant. Ça, c'est en octobre dernier. Et pourquoi c'est important? Parce qu'elle envoie cet email le lendemain de la parution d'un article dans le New York Times. Sur quoi? Sur la relation de Leon Black avec Jeffrey Epstein. Je vais vous montrer cet article-là. Donc, vous voyez qu'il revient en utilisant des emails privés qui ne font pas partie du dossier. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui se promènent, qui revient sur cette relation à la fois d'amitié entre Jeffrey Epstein et Leon Black. Le fait que la publication de ce dossier et le lendemain, l'envoi d'un email depuis sa prison de Ghislaine Maxwell à sa sœur Isabelle en disant voilà, transfère le dossier à mon avocate parce qu'à un moment, il n'y aura plus rien, le robinet va être fermé au niveau du Congrès. La référence au Congrès, c'est évidemment le Epstein Act, c'est évidemment le dossier. Et effectivement, le robinet est fermé. Il n'y a plus de documents Epstein qui ont été publiés depuis 2 mois, ce qui confirme ce que Ghislaine Maxwell vient d'annoncer. Donc, on va continuer dans l'article de Jolicoeur Brown. Donc, elle dit, voilà, la veille, c'est cet article. On va d'ailleurs, l'explorer, cet article du New York Times, parce qu'il nous livre un portrait assez intéressant de Leon Black. Donc, ça commence avec un email de Epstein qui a envoyé un email à Leon Black. Là, on est en novembre 2015, où il parle des millions de dollars qui doivent être payés. Ouais. Il exige des millions de dollars à Leon Black. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il demande 40 millions de dollars de salaire par an pour aider Leon Black à finalement échapper aux impôts. Donc c'est pour ça que Leon Black, en tout cas, c'est la version officielle.
même si Leon Black, pendant des années, alors c'est intéressant ce chiffre-là, parce que Leon Black, jusqu'à son départ de Apollo, ce groupe de financement, a toujours menti sur l'importance des versements à Jeffrey Epstein, qui, soyons clairs, et c'est pour ça que je vous ai choisi cet extrait, ne correspondent pas au salaire que vous verserez à un cabinet spécialisé dans la gestion fiscale. Epstein est payé bien au-delà de ce qu'il aurait dû recevoir, d'autant plus que, je pense que c'est l'extrait suivant, Epstein n'a pas cette expérience-là. Et donc, on en revient sur la manière dont Epstein est rentré dans la sphère Leon Black, qui correspond exactement à la manière dont il est rentré dans la sphère de Les Wexner, qui est son premier bénéficiaire. Epstein a eu 2 personnes principalement qui ont fait sa fortune, et cet argent a été utilisé pour acheter l'île, pour ses réseaux, etc. C'est Les Wexner et Leon Black. Et donc en 94, regardez encore une fois, les années sont extrêmement intéressantes. Ce sont les années Trump-Epstein. En 1994, il communique avec un ami qui lui dit qu'il ne va pas pouvoir le voir au rendez-vous parce qu'il va prendre un déjeuner avec Mr. Black. Et là, Epstein va s'imposer dans ce rendez-vous. Et comme je vous l'ai raconté dans un de nos épisodes de l'enquête interdite, va devenir l'ami de Black. Il va devenir essentiel. Et on sait, et il existe d'autres témoignages, qu'une manière dont Epstein devient essentiel à ces hommes-là, c'est qu'il leur fournit. Au début, on parle de modèles, donc on ne parle pas ici de mineurs, mais on parle de mannequins. Il leur fournit cet accès-là. Et une des théories, qui est celle que je crois à 100%, c'est que Jeffrey Epstein a utilisé les filles, y compris les jeunes filles, pour son plaisir personnel, mais aussi comme instrument de chantage. Ce qui lui permet peut-être de recevoir les 40 millions de dollars de Leon Black par an, c'est parce que Leon Black ne peut pas lui dire non. On va continuer dans cet article. C'est là qu'on voit que vous payez quand même quelqu'un de 40 millions de dollars pour des conseils sur les impôts qui n'a aucune formation à ce niveau-là. Il y a des cabinets spécialisés qui ne font que ça à New York. Non, Wexner et lui ont travaillé avec quelqu'un qui n'a aucune expérience et l'ont payé. Qui travaille tout seul et ils sont payés 40 millions en 2015 par an. C'est inexplicable. C'est inexplicable jusqu'à oui, évidemment, d'une manière professionnelle. Tu rentres dans tout ça. On voit que Epstein, et il a fait pareil avec Wexner, c'est qu'il dit, voilà, je préfère être payé en cash, 40 millions de dollars en cash, 25 millions à la signature. Mais si c'est pas possible, je prends des œuvres d'art ou, vu que Leon Black est un des plus grands propriétaires d'immobilier du côté de Miami et Palm Beach, je prends aussi des appartements. C'est quand même... J'ai l'impression de lire un email de Trump, de la manière comment il est là à prendre de l'argent, dire ok, c'est comme Trump aujourd'hui qui dit mais voilà, si vous voulez mon pouvoir, si vous voulez quelque chose, financez mon avion. Il a dit la même chose, financez mon avion, donnez-moi des cadeaux. Payez-moi une salle de l'or, payez-moi une salle de bal, du cash dans des endroits ici. Et il y a des menaces plus ou moins discrètes en disant regardez, tout va bien avec ta vie en ce moment, il n'y a jamais eu de problème. Il faudrait que ça continue comme ça. Ou alors, donnez-moi, vous voulez ce marché, vous voulez avoir accès, vous êtes un fabricant de puces et vous voulez avoir accès au marché chinois.
Bah, c'est pas compliqué. Donnez-nous une partie de votre capital sous forme d'action. C'est exactement la même logique. Donc, on va avancer toujours dans cet article. Et évidemment, n'oublions pas, et c'est quelque chose, et encore une fois, je suis très fier de ça, que nous avions traité il y a plus d'un an, ou il y a environ un an, le fait que c'est quand même quelqu'un, Leon Black, qui a été poursuivi par les îles Vierges. Donc, où est la Little Gems, qui est donc l'île de Jeffrey Epstein, que l'enquête a déterminé que son argent a contribué à l'achat, la création de l'île au centre d'un trafic sexuel, et que du coup, pour éviter qu'il y ait des poursuites contre lui, il a versé 62,5 millions de dollars aux îles Vierges en disant, ben voilà. On s'en souvient des détails, on avait traité ça, on était choqués, où il devait apporter du cash. Il y avait 24 heures pour livrer des millions de dollars en cash. 70 millions en cash. C'était vraiment... et il était prêt à tout faire pour pas se retrouver coupable d'avoir financé et aidé à la construction et l'utilisation de l'île d'Epstein. Voilà. Et avant de poursuivre sur ces relations, on va retourner donc dans le texte de Julie K. Brown. Donc, je vous rappelle ce qu'elle découvre. Son point de départ, c'est que au lendemain de cet article du New York Times, sur Jeffrey Epstein et Leon Black, elle envoie un email à sa sœur en disant de transférer les emails de Leon's email, les emails de Léon, à son avocate, en expliquant qu'un jour, le robinet du dossier Epstein du Congrès va se terminer, va se fermer. On continue à avancer. Donc, on est en train de voir que non seulement Epstein a des relations avec Leon Black, mais que ça va au-delà de ça. Ça va au-delà du business, qu'il y a des tas d'affaires dont certaines ont été étouffées parce que Leon Black a utilisé son argent, comme par exemple que toujours ce même mois d'octobre, le New York Times a révélé que Black a viré des centaines de milliers de dollars à 3 femmes qui sont connectées à l'affaire Epstein. Des jeunes filles, encore une fois, des modèles. Et donc que grâce à son argent, Leon Black a échappé à toutes ces poursuites. Donc, vous voyez, il y a le paiement pour le paiement autour de l'île, du financement de l'île St. James. Et le document, on vous l'avait montré, j'avais récupéré le document, était extrêmement clair et parlait de rôle actif dans le réseau, pas simplement de l'aider à financer une île, mais dans le réseau de trafic sexuel partant de l'Europe vers l'île de Jeffrey Epstein. Et là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, OK, on part du principe, et on va rentrer dans le dossier Thomas, dans le dossier Andrew, partons du principe que aujourd'hui, Ghislaine Maxwell a des emails sur Leon Black dans le cadre de l'affaire Epstein. Leon Black, dans les années 1994 et jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas des années 1994 jusqu'à la fin de Epstein, était ami de Epstein, mais c'était également une connaissance, un proche de Donald Trump. Je vous rappelle, ça faisait partie de notre première enquête, que en 1996, Leon Black était parti avec Donald Trump en voyage d'affaires à Moscou. On va le voir. Donc, vous avez Donald Trump, vous avez Leon Black. Je pense qu'on a une deuxième photo de leur rencontre. Donc là, on est le 5 novembre 1996 du côté de Moscou. Il y avait même le reportage vidéo.
Et on a même, tu peux le passer derrière, ce reportage vidéo où Leon Black et Donald Trump sont ensemble à Moscou. C'est sur la télévision moscovite. Voilà, vous avez Donald Trump au premier plan et derrière, tout au fond, en dernier, c'est Leon Black. Donc, elle dit, OK, Ghislaine Maxwell a des documents, des emails de Leon Black qu'elle fait transférer à son avocat en disant ça va se terminer. Et donc elle dit comment aujourd'hui elle peut utiliser sa cache de documents pour obtenir, parce que c'est le cœur de l'article, sa grâce présidentielle, parce qu'on en est là. Et évidemment, on va revenir sur les relations entre Trump et Black dans quelques minutes. Elle dit, ben voilà, on sait, je vous en ai parlé tout à l'heure, comment le journal, le livre du 50e anniversaire a été utilisé une première fois par Ghislaine Maxwell via la publication dans le Wall Street Journal pour obtenir son transfert de la Floride au Texas. Et elle dit, il y a une deuxième affaire qui a été publique qui montre comment, et là on rentre dans vraiment quelque chose de fou, comment Ghislaine Maxwell pourrait opérer aujourd'hui. Et elle dit, c'est l'affaire Andrew. L'affaire Andrew va exploser, et on sait ce qui s'est passé depuis. Il a perdu son titre de prince, il a été répudié par la famille royale, et il y a toute une série, au moment où je vous parle, d'enquêtes en cours qui risquent de faire tomber le gouvernement britannique actuel pour ne pas avoir joué son rôle au sein de tout ce qui est l'affaire Epstein et les contacts, que ce soit avec Andrew ou avec ce qui a été l'ambassadeur Mandelson, qui a été l'ambassadeur de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Et à l'origine, il y a une publication d'email envoyée par qui est à l'époque le Prince Andrew Mountbatten, qui ont été envoyés à Ghislaine Maxwell. Quand on revient, parce qu'on est emporté dans tout ça, quand on revient aux conséquences, c'est la publication de nouveaux emails des communications entre Andrew et Ghislaine Maxwell pour organiser justement des rendez-vous avec, entre autres, Virginia Giuffre, mais pas que aujourd'hui, nous en sommes là. Donc ça, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que l'instinct de journaliste d'enquête de Julie K. Brown, c'est de se dire qui a communiqué ces emails-là. Les emails sont sortis en premier comme le Birthday Book était sorti dans le Wall Street Journal, les emails Andrew Epstein Maxwell sont sortis dans un quotidien britannique qui s'appelle le Daily Mail. Et ils ont été publiés sous la plume d'une journaliste qui s'appelle Daphne Barak. Je vais vous montrer le dernier article qu'elle a fait sur ce sujet. C'est extrêmement clair. Elle explique comment c'est elle. On est en octobre, on est toujours dans les mêmes dates, c'est extrêmement intéressant. Elle dit voilà comment c'est moi en tant que journaliste en sortant ce scoop sur Andrew, ces emails, comment ça a fait chuter Andrew, on s'en rappelle les photos, il a été arrêté, etc. Tout ça à l'origine, ce sont des emails entre Ghislaine Maxwell, Andrew et parfois Jeffrey Epstein. Et ce que révèle, et ce que je ne savais pas, et ce que révèle Julie K. Brown, c'est que Daphne Barak, elle n'est pas simplement journaliste. Elle est journaliste, mais c'est surtout une amie personnelle de Ghislaine Maxwell.
C'est une amie personnelle depuis 20 ans de Ghislaine Maxwell et de sa famille. Et c'est elle qui a fait tomber Andrew. C'est elle qui a fait tomber La Andrew. copine de Maxwell. C'est la copine de a fait Maxwell tomber qui Andrew. a fait tomber Andrew. C'est la seule personne, une des seules personnes qui a pu venir interviewer. Maxwell a accepté d'être interviewé en prison. Je vous La rappelle femme que avec quand... les preuves pour faire tomber Andrew et une copine de Ghislaine Maxwell. Maxwell. Donc Maxwell, c'est comme le parrain en prison Oui. qui joue aux échecs et qui utilise ses cartes, ses pions pour faire bouger l'affaire dans sa direction. Et donc, C'est complètement fou là. Trump doit se dire si un prince peut tomber et plus être prince à cause de Maxwell, qu'est-ce qu'elle peut faire avec moi qui est en ce moment président? Exactement, parce qu'en fait, le parallèle que fait Jolie K. Brown, en se disant, OK, la première chose qui est sortie comme document, c'est le birthday book, ce qui lui a permis d'avoir un résultat immédiat, qui fait que d'ailleurs on parle de sa grâce aujourd'hui, c'est elle qui l'a sorti. Le deuxième effet, et le seul on pourrait dire, on dit tiens, il ne s'est rien passé du côté des États-Unis, ça s'est passé au niveau de la Grande-Bretagne, c'est l'affaire Andrew. Et l'affaire Andrew existe parce qu'il y a la publication de ces emails. Et ces emails sont publiés par une amie de 20 ans de Ghislaine Maxwell et de sa famille. Et donc, Jolie K. Brown dit Andrew est une victime, il n'est pas une victime, c'est un criminel, mais il est une victime collatérale d'une opération de chantage. C'est de dire, regardez, et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on est extrêmement motivé à faire sortir Ghislaine Maxwell de prison le plus rapidement possible, en disant, regardez ce que j'ai entre les mains et les effets que cela a pu avoir en Angleterre. Donc, imaginons si je sors parce que le robinet est fermé, ce que je sais sur Leon Black. Ce que je sais sur Leon Black. Et alors, vous allez me dire, oui, mais si elle sort le même dossier sur Leon Black, peut-être ça va faire tomber Leon Black, mais ça ne va pas inquiéter Donald Trump. Sauf que, à tout de suite.